Alors, bienvenue à notre 14e web émission. On est en présence de Carl Simard, président de Medici. Bonjour Aaron. Salut Carl. Et moi, c'est Aaron Lani, gestionnaire de portefeuille. Alors, on a 3 sujets intéressants aujourd'hui. On va tout de suite embarquer dans le premier. Alors, Serge et Carole, ils nous demandent qu'est-ce qui se passe avec Knight Therapeutics. Est-ce que ça ferait un bon achat aujourd'hui? D'abord, il n'y a pas de raison explicite là, à la baisse récente du titre. Knight Therapeutics poursuit son modèle d'affaires qui est de bâtir à moyen long terme un portefeuille important de produits pharmaceutiques. Elle utilise, pour ce faire, elle utilise plusieurs stratégies, dont une qui est de déployer du capital. Alors, elle a 700 millions de dollars qu'elle peut utiliser à court, moyen, long terme pour effectivement faire l'acquisition de produits pharmaceutiques qu'elle peut commercialiser au Canada, en Israël ou dans d'autres pays de ce type. Mais ça va prendre du temps. Puis il faut également que ces opportunités soient investies à des prix raisonnables. Les ratios d'évaluation sont élevés aujourd'hui. On connaît M. Goodman, c'est un investisseur que nous apprécions parce qu'il est discipliné. Puis il n'achètera pas n'importe quoi à n'importe quel prix. Et c'est ça qu'il faut faire dans ces moments-là. Alors il faut être patient. Patient. Puis pourquoi que le titre baisse? Il n'y a pas de raison vraiment? Non, il n'y a pas de raison particulière. C'est que certains, probablement, investisseurs l'avaient acheté, puis n'ont pas été patients, là, comme il est nécessaire de le faire avec Knight Therapeutics. Puis aujourd'hui, est-ce que c'est un bon achat? Oui, parce que il se rapproche, le cours actuellement se rapproche de plus en plus de sa valeur au livre. Et à sa valeur au livre, bien, ça serait un excellent achat. Même si ça prend 7 ans pour déployer le capital? Définitivement, ça prend 7 ans. Il y a moyen de faire un excellent rendement, comme M. Goodman l'avait déjà démontré avec Paladin Labs, qui a permis à ses investisseurs de décupler son capital pendant une vingtaine d'années. Parfait. Fait qu'on va passer à la deuxième. Oui, c'est une question sur les bitcoins. Qu'est-ce qu'on pense des bitcoins? C'est le sujet de l'heure, comme tu sais, Aaron. Ouais. Alors, la première sous-question que j'aurais, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bitcoin exactement? Alors, sans être des experts dans le domaine, d'après ce qu'on comprend, c'est que c'est une monnaie d'échange pair à pair, donc peer-to-peer, en anglais, qui permet d'envoyer un bitcoin à quelqu'un directement sans passer par une banque ou un intermédiaire. Donc, on sauve des frais de transaction et on sauve du temps. Et c'est vraiment géré là, par un système décentralisé d'individus et d'ordinateurs qui vont miner les bitcoins, donc valider des transactions de bitcoin, la sécurité, puis tout ça, puis ils vont se faire incentiver, ils vont se faire payer en bitcoin pour le faire. Mais tu serais-tu d'accord à dire qu'un bitcoin, c'est une monnaie d'échange au même titre que le dollar américain? Oui, le dollar américain serait un gros concurrent du bitcoin. OK. Et tu conviens également qu'une monnaie est utilisée en autant qu'on a confiance dans cette monnaie-là. Et on sait très bien que le dollar américain est contrôlé par la Réserve fédérale américaine pour le bien-être économique, si on veut, du pays. Alors moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on trouve, entre autres, le bitcoin. C'est très complexe et il y a beaucoup de barrières, justement, à l'adoption. Étant donné que c'est tellement complexe à comprendre, est-ce que les gens vont vouloir vraiment échanger leur dollar canadien en bitcoin, commencer à transiger des bitcoins? Tu as fait confiance en qui? Bon, c'est ça, c'est un système d'ordinateur, finalement. Et là, ensuite de ça, il faut que les commerçants se mettent à accepter. Bon, on commence à voir, par contre, Expedia accepte les bitcoins, overstock.com. Mais c'est très peu utilisé actuellement. Actuellement, est-ce que les gens l'achètent pour l'utiliser ou pour spéculer une valeur refuge comme substitut à l'or? On ne le sait pas vraiment. Ça pourrait aussi remplir cette fonction-là. Mais pour revenir à l'adoption aussi, il faudrait que les banques, il faudrait que tu puisses rentrer dans ton compte RBC, mettons, puis puisses acheter le Bitcoin directement sur cette plateforme-là au lieu de devoir t'inscrire sur un site web un peu obscur, puis là, te connecter à ton compte. Alors, il y a beaucoup de barrières là, juste à l'adoption. Mais juste pour avoir une organisation similaire à une réserve fédérale ou une banque centrale d'un pays pour gérer une monnaie telle que le Bitcoin, pour avoir l'adoption des institutions financières, c'est difficile de prétendre que cette monnaie-là, le Bitcoin, à long terme, peut exister. C'est très difficile. Puis actuellement, l'évaluation tient compte d'une adoption quand même assez robuste là, dans peut-être une décennie.
Alors, c'est très dangereux comme investissement. Alors, il y a beaucoup de facteurs d'incertitude sur Beaucoup lesquels... d'incertitudes. Et puis, il faut se baser sur ces facteurs-là d'incertitude pour arriver à une évaluation du Bitcoin. Alors, finalement, l'évaluation devient hautement incertaine. Hautement spéculatif. Hautement spéculative. Puis, sans compter qu'il y a à peu près 1300 autres devises, des crypto-monnaies qu'on appelle. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui nous font dire que ce serait une bulle, finalement. Parfait. Alors, la troisième nous vient de Luc qui nous demande qu'est-ce qu'on pense de la théorie du Greater Fool. Alors, c'est quoi cette théorie-là? Cette théorie prétend que le prix d'un objet, on parle vraiment d'un objet et donc d'un actif financier dans ce cas, n'est pas déterminé par sa valeur intrinsèque, mais plutôt par une espérance irrationnelle de revendre cet objet plus tard à un prix plus élevé à un tiers. Alors, finalement, c'est de croire que cet objet peut être revendu à un tiers, là, puis il va payer plus cher ce que j'ai payé pour ce même objet. Donc, ça revient un peu à de la spéculation. À mon avis, oui. Puis prenons un exemple concret à la Nortel. Quelqu'un qui n'avait pas évalué finalement Nortel, qui ne faisait aucun profit au moment où il y a eu une montée rapide de Nortel au cours des années 2000, finalement, qu'est-ce qu'il essayait de faire? C'est de revendre ce titre à un moment donné X pour faire de l'argent dessus, et non pour faire de l'argent sur les profits de la société. Alors, il y en a beaucoup qui ont été pris, qui n'ont pas sorti avant et qui ont tout perdu ce qu'ils avaient investi dans Nortel. Ils essayaient de spéculer, de prévoir à court terme le cours d'un titre qui est imprévisible. Ça serait pas quand même possible, par contre, de faire de l'argent avec cette stratégie-là? Systématiquement, plus cher non, parce que c'est le résultat beaucoup plus de la chance que d'une approche systématique. Okay. Et on sait que dans n'importe quelle activité humaine, c'est une approche systématique qui peut te donner un rendement intéressant sur tes investissements. Et finalement, d'acheter un actif surévalué, de le revendre plus cher, c'est de la chance. Ben oui, définitivement, parce que tu n'as pas regardé quelle valeur que tu obtiens. C'est comme M. Buffett dit, le prix, c'est qu'est-ce que tu payes, mais la valeur, c'est qu'est-ce que tu obtiens. Alors, si tu payes beaucoup trop cher pour un actif surévalué, tu n'obtiendras jamais le rendement espéré qui dépend des profits de la société. Fait conclusion, on ne croit pas en cette théorie-là. Tout à fait. Alors, merci, Carl. C'était tout pour cette web émission. On continue de prendre vos questions là, pour la prochaine. Alors, envoyez-nous vos questions à notre adresse courriel. Merci beaucoup.